Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Claire Dietrich-Pourchaud, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui on va faire une émission Où va le monde qui va aborder une thématique qui est le handicap, le polyhandicap. On va parler de la situation en France et puis pour commencer d'emblée, je vais te laisser te présenter aux auditeurs. Bonjour Maximilien, donc Claire Dietrich-Pourchaud, je suis psychologue, psychothérapeute, formatrice, chargée d'enseignement. Voilà un petit peu le packaging. Je travaille en institution dans le secteur du polyhandicap depuis plus de 20 ans. J'y ai même fait la dernière année de mes études de psy en stage. Et puis j'y suis rentrée par hasard et j'y suis restée par conviction. Voilà. Donc depuis plus de 20 ans dans le secteur plutôt des enfants, dans un établissement qui accueille des enfants en externat. Et puis, on va dire depuis plus de 15 ans dans une maison d'accueil spécialisée. Donc là, c'est le secteur adulte, dans la région Grand Est, en Moselle. Voilà. Et puis le côté plus psychothérapeute, c'est le cabinet libéral et puis des consultations en tant que thérapeute familiale et de couple. Ok. Voilà. Bon. Alors pour commencer, la question elle va être assez large, mais je vais te laisser justement l'aborder à ta manière. Moi j'aimerais savoir comment se situe notre pays à propos de la prise en charge du handicap et du polyhandicap. Alors tu vas définir un peu certaines choses. Il y a des rapports, il y a des comparaisons à faire. Je sais qu'on parle d'inclusion un peu à tout bout de champ dans les médias. Est-ce qu'en France, on n'est pas si mal loti, ou est-ce que, un peu comme pour la protection de l'enfance, c'est des dossiers un peu chauds qu'on essaie de mettre sous le tapis? Est-ce qu'on va dans la bonne direction selon toi, en termes de moyens, en termes de logique, en termes de cohérence? Donc on parle un peu du paquebot France par rapport au handicap. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors le handicap en France, on va dire que vu les derniers événements au niveau national, il y a eu des grandes rencontres avec notre président qui nous a rappelé que nous n'étions pas forcément les plus performants dans la prise en charge du handicap et qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Ce qu'on nous reproche beaucoup, ne serait-ce que même l'ONU d'ailleurs. Donc on est au niveau mondial qui regarde la France. Okay. C'est-à-dire qu'au niveau de la France, on est quand même toujours dans une logique d'institution. Et le but est la désinstitutionnalisation de la prise en charge des personnes en situation de handicap. Là, je la fais vraiment extrêmement générale. Donc on est... Pour être clair, un peu comme en psychiatrie, on pense la prise en charge en dehors des murs. Ce serait ça, tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est vraiment cette idée-là. Pour que tout le monde nous suive, pour qu'on comprenne ce que ça veut dire désinstitutionnaliser, c'est-à-dire on sort les personnes et le maximum possible, retour à la maison, adaptation, comme l'hôpital à domicile, comme la psychiatrie, avec les hôpitaux de jour, etc. D'accord. En sachant par exemple qu'il y a eu le dernier rapport de l'adresse, qui est le grand organe statistique du ministère social et des Solidarités, je ne sais plus exactement le terme d'ailleurs, qui avait mis en 2010-2014, les chiffres étaient avec des augmentations d'ouverture de places en institution. Il se trouve que les derniers chiffres sont sortis pour 2018. On a largement stabilisé cette pléthore d'ouverture de places et que maintenant le discours est franchement, on ne touche plus forcément aux institutions qui sont déjà existantes, mais surtout on ne va pas rouvrir des institutions. La logique de désinstitutionnalisation est en route et elle doit être menée. Donc ce sont des directives à peu près nationales, internationales, européennes, et la France doit s'y soumettre et elle s'y soumet de manière diverse et variée. D'accord. Un peu plus précisément, je vais poser des questions de manière très bête, encore plus bête. C'est bien ou c'est pas bien ça? Ça signifie quoi? Parce que finalement, on pourrait peut-être aussi avoir un suivi en dehors des murs qui se passe très bien. Alors l'idée, c'est vrai, c'est que peut-être la France avait cette idée d'avoir
des institutions, de mettre les Peut-être personnes à en l'écart. situation fragile On pourrait dire à l'écart, Tout à fait. on met Ce les qui était le vieux, cas. on met les handicapés, on met Ce tout qui ce était qu'on le cas. veut dans des boîtes et puis Tout en à dehors de fait. la société. Voire même, on avait le côté un peu même géographique. L'établissement où j'ai travaillé quand j'ai commencé était en dehors de la grande commune de Nancy et c'était tenu par des bonnes sœurs. Donc c'était vraiment à l'entrée de la ville. À l'époque, c'était pas aussi grand que ça n'est maintenant. Et c'était, oui, on mettait les oligophrènes, les encéphalopathes, c'est comme ça qu'on appelait aussi. Et on les mettait là, on les parquait. Le terme est peut-être un peu fort, et oui, fort Pas et tellement finalement. péjoratif, mais c'était Il y quand avait même les un petit peu ça. lépreux, il y avait Voilà. les fous, il y avait les Et puis les handicapés. personnes handicapées, et puis c'était pas même pas la médecine, s'en occupait pas forcément. C'était en général les bonnes sœurs, tout ce qui était Tout ce qui demande un sacerdoce, quoi. un sacerdoce. C'est tout à fait ça. Donc, quittons quand même un peu ce domaine-là. Il y a eu des énormes choses qui se sont faites avec les lois de 75 et puis les annexes 24 terres en ce qui concerne le polyhandicap, plus particulièrement mon domaine, où on a commencé à avoir un petit peu de réflexion sur comment on accompagne ces personnes, comment on va gérer les établissements, enfin gérer. On va articuler les ressources, les moyens, et puis proposer des actions différentes dans la prise en charge. Donc les institutions fonctionnaient sous des associations de tutelle, ça a toujours été. Et puis on se posait certaines questions, mais sans plus. Voilà. Là, on est en 2023 et le processus surtout n'est plus dans cette institutionnalisation. Vraiment, c'est extrêmement important. Et en plus, on nous le rappelle, nous ne sommes pas très bons là-dessus et il faut absolument ouvrir les murs et externaliser au maximum. Alors le grand terme actuel qu'on entend et qui est repris par beaucoup d'associations, à juste titre, parce que ça fait partie aussi des lois, la notion d'inclusion. Donc il faut absolument que les personnes en situation de handicap, et c'est une bonne chose, soient prises et intégrées dans ce qu'on appelle les structures de droit commun. Donc ça peut être l'école, ça peut être le périscolaire. Mais c'est possible ça? Désolé de la question un peu brutale et idiote, hein, mais je me dis que parfois on n'a pas besoin d'être handicapé pour pas être inclus, donc est-ce qu'on est en capacité de pouvoir... C'est peut-être possible, enfin c'est possible. Alors la question est difficile parce que si on s'en tient à ce qu'on nous demande au niveau au-dessus, j'ai envie de dire, des superstructures étatiques, c'est une obligation. Enfin, il faut savoir aussi que chaque enfant doit être, normalement, doit pouvoir être inscrit à une école. Ouais. Quel que soit son handicap, il faut quand même rappeler ça. Après, est-ce que c'est possible? Il faut que les gens soient formés, et n'importe où, dans n'importe quelle école de toute la France, quand même. Il faut que les gens soient formés. La question aussi des missions de l'éducation nationale, comme rappelait Elisabeth Zuckman, qui est une grande dame qui a énormément œuvré dans le polyhandicap. Elle disait, il faut quand même se poser la question, c'est que l'éducation nationale a déjà bien du mal à remplir ses missions. Nous avons aussi des personnes en échec scolaire. Madame Macron d'ailleurs a lancé des grands plans il y a quelques années par rapport à ça. Donc l'éducation nationale est déjà aux prises elle-même à comment j'accompagne la population d'enfants et d'adolescents pour les mener hors de l'école. Donc on va maintenant réfléchir à plus comment on intègre des personnes qui ont peut-être des particularités, des spécificités, et les intégrer au mieux de ce que l'éducation nationale propose. Donc il y en a quand même déjà qui sont sur le carreau, donc comment on va rajouter? Et la notion d'inclusion, il faut qu'elle prenne diverses formes et diverses possibilités d'action, et c'est pas qu'un discours, en fait. C'est ça la question, c'est comment on fait... C'est sûr qu'après, il faut quand même aussi avoir des moyens qui soient donnés, et puis essayer des réponses concrètes. J'imagine qu'encore une fois, dans une école d'un petit village, dans un petit village de la France, il faut qu'on puisse accueillir quelqu'un qui est porteur de différents types de handicap, et il y en a quand même beaucoup. Hein, je ne sais pas comment les gens se représentent le terme handicap, mais il y a toute une panoplie
de difficultés auxquelles il faut pouvoir faire face, ou en tout cas accompagner, notamment dans une école, quoi. Alors, dans une école, d'une part, et puis ça veut dire que dans le cas du handicap en France, nous avons les MDPH, donc, qui sont les grandes maisons départementales pour les personnes en situation de handicap, que l'on va solliciter pour pouvoir réfléchir à ce qu'elles peuvent mettre en place, les AESH, les personnes comme ça, pour accompagner plus ou moins en fonction du temps et en fonction des besoins sur site. Car certains handicaps ou certains enfants, on va dire, ont besoin d'une aide physique et aussi technique qui va s'articuler auprès de la personne qui va être présente et puis articuler aussi les ressources matérielles, pédagogiques pour faire cet accueil. Alors, la notion de petit village, elle est parfois étonnante. J'ai l'anecdote à côté parfois de chez c'est plus simple, hein. Chez on peut moi, imaginer que c'est plus humain parce qu'on peut se parler plutôt que d'être dans c'est une grande question de ville. volonté parfois. Oui, c'est ça. Là, je pense à une situation où on a un enfant en situation de polyhandicap. Il est accueilli dans une toute petite ville et ça fonctionne super bien. C'est-à-dire que Parce que je pense que les gens peuvent se sentir concernés aussi. Et quand on est dans un établissement où il y a 500 enfants, on ne connaît pas tous les parents. S'il y a une trentaine d'enfants, on connaît à peu près tous les parents, moins visuellement. Donc d'un seul coup, on peut peut-être se sentir un peu plus touché humainement et apporter des réponses peut-être plus cohérentes. Il y a ça, et puis je pense que là, il y a des bonnes choses dans cette notion d'inclusion. C'est que quand même depuis, bon, allez, on va dire 10 ans, l'école maintenant s'ouvre peu à peu. Il y a eu un énorme effort aussi. Les obligations légales ont bien fonctionné. Et maintenant, un instit ou une instit, je prends les termes anciens, ou un directeur ou une directrice d'école qui viendrait dire « non, je ne veux pas », c'est pas possible. Ça n'est pas entendable, juridiquement parlant même. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on se l'autorisait, quoi. Voilà, mais on l'autorisait ou alors... je ne sais même pas si on s'autorisait, mais c'était la question de est-ce que mon enfant peut aller à l'école. Oui, dans l'autre sens aussi. Donc ça, maintenant, ça a quand même fait beaucoup de chemin, mais il y a encore énormément de chemin parce qu'on voit aussi les remontées du terrain. Voilà. Donc par rapport au handicap, je pense que c'est aussi très vaste et la question ne peut pas être globale. On a aussi eu beaucoup d'actions par rapport au plan autisme qui a énormément œuvré par rapport à cette inclusion. Il faut aussi rappeler le fameux rapport Pifto qui a fait énormément grand bruit, qui nous a rappelé qu'il fallait ce qu'il appelait le rapport zéro sans solution. Surtout ne pas laisser des situations dramatiques où l'enfant est laissé à la maison avec des parents qui sont extrêmement démunis parce qu'il n'y avait pas de place. Voilà. Donc le zéro sans solution, c'est dire on ne peut pas, à l'heure actuelle, une société civile, citoyenne, laisser une famille et un enfant dépérir chez lui. Je ne sais pas si tu connais un peu la situation dans les autres pays autour de nous, mais parfois je me demande si, je sais pas, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, on est à peu près au même niveau, ou c'est même pas comparable? Alors je ne me permettrai pas la comparaison parce que c'est un peu le côté très français. C'est compliqué. De toujours aller comparer, savoir si ailleurs c'est mieux, si on est moins bien. Il y a un peu cet aspect... oui, de comparaison. Alors, on va voir si nos collègues allemands font mieux, nos collègues américains font mieux. Or, c'est plus compliqué que ça, évidemment. C'est beaucoup plus complexe parce qu'on n'est pas du tout dans un même système. C'est pas le même système scolaire, le même système de santé. Et le système de financement non plus. Ce qui peut être intéressant pour des structures style... par exemple, l'Allemagne, c'est quand même des États... on est dans fédéraux, quoi. C'est pas géré de la même manière. Ouais, mais si on prend la Belgique, on entend toujours... Et moi, je ne connais pas la réalité du terrain, mais on entend toujours que la Belgique, c'est l'Eldorado. Alors, la Belgique est... Pour les psychologues, les psychomotriciens, les enfants autistes... Alors, la question de la Belgique, j'y réfléchis avant de répondre à tes questions, parce qu'il se trouve qu'on est un pays frontalier en Lorraine, donc frontalier du Luxembourg et aussi de la Belgique, et qu'il y a eu des accords pendant quelques années où les enfants qui ne trouvaient pas de place en institution en France, donc Hauts-de-France et Grand Est, partaient en Belgique. D'accord.
Et il se trouve que depuis, je crois, 2022, il y a même eu une question au Sénat qui a relevé qu'est-ce qui se passe maintenant. Ça s'est fait dans ce sens-là, en tout cas. C'est qui est intéressant. On n'a pas dit aux enfants belges, si vous ne trouvez pas, vous allez en France. C'est plutôt l'inverse. C'est nous le qui petit allions. pays qui fournit de quoi pouvoir... Alors ça, c'est ce qu'il y avait affiché. D'accord. Ça a fonctionné, sauf que maintenant, on se rend compte que c'est pas aussi simple et qu'il y a des familles maintenant qui reviennent en France. D'accord, donc on accueille les Belges finalement. Pas du tout, c'est-à-dire que les Français qui y sont allés reprennent leurs enfants et essayent de revenir sur le territoire français. Et en fait, la question est aussi de dire, si nous, en France, on ne propose pas des places, qu'est-ce que vous nous proposez ? Si nous sommes partis en Belgique, les parents, je me permets de parler comme ça, c'est que les parents avaient imaginé aussi que la prise en charge serait mieux. Alors ça a surtout été dans le cas d'enfants avec porteurs d'autisme, des enfants avec des troubles du comportement qui partaient dans des établissements souvent en internat, voilà, parce qu'il y avait des places d'internat alors qu'en France il n'y en avait pas tant que ça, ou en tout cas peut-être pas au niveau territorial à la hauteur de ce que les familles pouvaient demander. Et puis on s'est rendu compte que ça ne se passait pas forcément aussi bien. Donc ils reviennent en France et certains établissements limitrophes du Grand Est se voient revenir en disant oui, mais on fait quoi maintenant ? Je me demande même, et ça n'appelle pas de réponse, peut-être que c'est mon esprit un peu tordu, mais si finalement un tout petit pays a pu recevoir des Français, peut-être que l'idée d'ouvrir de l'internat était aussi pour pouvoir capter une population de pays frontaliers. Bon, en tout cas, j'avais pas cette information-là et c'est intéressant de se dire qu'il y a eu une deuxième vague et c'est en cours. C'est en cours, c'est assez... Il y a tout un montage administratif et financier. Alors je ne suis pas assez calée dans le domaine, mais là, la question du retour. Alors, je ne suis pas calée, mais pour avoir parfois travaillé dans des institutions limitrophes, en France, j'entendais les professionnels dire cet enfant revient de tel établissement qui était connu, d'ailleurs, qui est connu presque au niveau national. Il revient parce que la famille, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, et maintenant, on fait quoi ? Parce que nous, on ne peut pas pousser les murs. J'entends. Donc, c'est des expériences comme ça, mais qui posent la question de qu'est-ce qui se fait à l'étranger. Alors après, si c'est par rapport aux États-Unis, on est encore dans autre chose. Dans autre chose. On va passer sur une autre thématique qui me semble importante par rapport à ce sujet-là, qui est la question de la tarification. Oui. Et je vais te laisser nous expliquer un peu tout ça. La tarification Séraphin PH. Alors, de ce que j'ai pu en comprendre, c'est un système qui a été applaudi par certains. Plusieurs rapprochent ce modèle de la tarification à l'acte T2A hospitalière. Je renvoie les auditeurs à l'émission qu'on a faite avec André Grimaldi à la saison 1 d'Où va le monde, qui est souvent pointée du doigt par les responsables, comme responsable de la destruction de la santé en France. Donc la question que je me pose, c'est: est-ce qu'il y a un intérêt à cette tarification ? Probablement qu'il y a un intérêt. Est-ce que c'est un acte bureaucratique, comme on en connaît de plus en plus, qui détruirait un peu l'humanité du secteur ? Ou est-ce que c'est plus compliqué que cela ? On doit en passer par là ? Voilà. Déjà, peut-être je vais te laisser nous en parler un petit peu plus, nous dire ce que c'est que cette histoire de tarification Séraphin PH. Alors, Séraphin PH, c'est quelque chose qui est... sorti des boîtes dans les années 2017 et qui répond aussi à la réforme de l'adéquation du financement au parcours de la personne handicapée. C'est comme ça que ça se dit. Cette idée de tarification, elle est intéressante parce qu'elle permettait de faire un état des lieux et d'avoir un langage commun à peu près dans tous les établissements sanitaires ou surtout médico-sociaux par rapport aux besoins de la personne accueillie. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme prestation, comme service, pour que l'on puisse assurer ses besoins. Alors, donc ça harmonise, déjà ça a permis d'harmoniser. Voilà, c'est une harmonisation. En tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté par
par la CNSA. Donc c'est une nomenclature, hein. Nous on l'a énormément travaillé. Donc le Séraphin, c'est Services et établissements réforme pour une adéquation des financements au parcours des personnes handicapées. Ça fait plus de 150 pages. Donc c'est ça que ça signifie, Oui, c'est okay. ça. Les séraphins, pour information, dans la Bible, sont des créatures qui sont dotées de 3 ailes, qui louent et qui adorent Dieu, qui se situent tout autour de son trône. Ouais, parce que je me suis demandé d'où ça sortait séraphin. Et étymologiquement, séraphin, ça signifiait un serpent brûlant du désert, dont il faut se méfier. Et une chose que j'ai apprise aussi, c'est que les Québécois utilisent le mot séraphin comme le synonyme du mot avare. Et comme on parle de tarification, Mon Dieu. Je trouve ça très intéressant. Alors la partie triptyque peut être intéressante parce que dans la notion des besoins, il y a 3 grands domaines. Il y a la santé, l'autonomie et la participation sociale. Donc vous avez les 3 parties. Alors la notion d'avarice. Eh bien, cette tarification, elle est quand même liée aussi à une logique financière. C'est-à-dire qu'on a voulu faire un état des lieux aussi de ce que ça allait coûter. Il y a une étude des coûts, vraiment, pour tel service et pour telle prestation. Donc cette notion de besoin, elle est passée par une évaluation. Ce qui peut limiter des dérives aussi. Hein. Alors ça aussi, oui. Ça permet de prendre une température et de faire des moyennes, quoi. Parce qu'en fait, il y avait eu des constats que certains établissements ne touchaient pas forcément la même enveloppe. Le prix de journée pouvait être pas le même d'un département à l'autre, j'exagère, d'une commune, mais voilà. Donc on pourrait dire, pour permettre un peu plus de justice sociale, on peut commencer déjà à prendre les températures à droite à gauche et voir si tout le monde est loti à la même enseigne. Ouais. En tout cas, c'est probablement en amont aussi cette volonté. Après, qu'est-ce que ça donne sur le terrain, je ne sais pas. Après, c'est comme la tarification à l'acte pour la T2A. C'est la question de comment on tarifie, comment on va évaluer le besoin et comment on va évaluer la prestation. Parce qu'en fait, cette réflexion de nomenclature en besoin et prestation, elle repose aussi sur comment on va financer tout ça. Donc avant, il y avait l'idée que les établissements avaient de l'argent et c'est eux qui géraient l'ensemble de l'argent. Il y avait bien évidemment les prestations que les personnes touchaient en fonction du handicap. Donc ça, c'était vu par la MDPH. Mais tout ce qui était accompagnement, il y avait une enveloppe pour les établissements. Et là, l'idée maintenant, et c'est là-dessus qu'actuellement Séraphin PH n'est pas encore complètement sorti de l'ornière, c'est l'idée qu'une partie serait toujours dévolue aux institutions et une partie serait donnée aux familles. Un bouquet d'argent, de prestations, en fonction de l'évaluation des besoins de la personne. S'il a besoin de temps de rééducation, tant d'aide humaine pour les transports. Donc vous avez tout un bouquet d'argent et la famille utiliserait, entre guillemets, cet argent pour pouvoir avoir droit aux prestations. Là où apparemment, alors je ne suis pas spécialiste, mais se pose la question, c'est qu'on n'est pas encore très sûr de comment ça va se financer. On ne sait pas encore de combien sera le socle pour les institutions et de combien sera le socle pour les familles. Donc on a encore de la marge au niveau de la réflexion. Parce que ce qui se dit aussi au niveau du terrain, c'est que comment on va accompagner les familles à gérer ce panier de soins. Oui, parce qu'en fait, je pense que d'une certaine manière, certains pourraient tout à fait défendre cette façon de fonctionner, mais est-ce que ça rejoint le terrain, en fait, les réalités de terrain, et puis qu'est-ce que ça va engendrer après, concrètement? C'est comme la T2A aussi, dont on pouvait évidemment imaginer que ça pouvait revêtir un intérêt, mais alors après, une fois sur le terrain, il y a des incohérences et ça ne rencontre plus le travail, la clinique, quoi, le quotidien. Alors, moi, dans le cas, par exemple, du polyhandicap, qui est une population très, très spécifique, parce qu'elle ne concerne pas des millions de personnes, c'est en général un accompagnement qui est assez conséquent, parce qu'il va toucher autant au niveau médical, éducatif, paramédical, et pour des choses qui sont assez conséquentes.
c'est des pathologies qui peuvent être lourdes, qui Mhm. peuvent être, et en plus avec une intrication qui n'est pas anodine. Donc il se trouve que dans les établissements où je travaille, on a eu la chance de participer un peu aux réflexions en amont sur Séraphin PH. Et c'était très intéressant parce que ça permettait de faire remonter aux instances supérieures qui étaient en train de réfléchir à la tarification. Ça coûte ça, ça coûte ça, et de se rendre compte que pour le polyhandicap, et j'insiste, c'est vraiment très spécifique, Ouais. le panier de soins, il ne va pas être petit. Et en plus, c'est pour ça que la notion de handicap, c'est très vaste. Dans le polyhandicap, en ce qui me concerne, c'est à vie. C'est-à-dire que ça va être des coûts qui vont être... alors je n'ai pas, j'ai pas le terme à coût constant, parce que ça c'est un terme assez financier et Mhm. économique, mais par expérience, pour avoir la chance de travailler et en secteur enfant et en secteur adulte, quand on arrive en secteur adulte, on a encore besoin d'appareillage, on a encore besoin de rééducation. Au niveau chirurgical, j'ai envie de dire que les chirurgies ont déjà été assez conséquentes pendant l'enfance et l'adolescence, mais c'est une population aussi qui vieillit, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, et donc on va se retrouver aussi dans des notions de vieillissement d'une population. Mhm. La grande dépendance, c'était déjà le cas dans le code du polyhandicap, mais la grande dépendance, on l'entend toujours pour les personnes âgées, mais là, dans le cas de la population en situation de polyhandicap, elle se pose. Donc, ce n'est pas de l'argent. C'est sûr que nous travaillons pour une population qui va être à perte. Ce sont des termes un peu forts parce que ça enlève le côté solidarité qui a fondé aussi tout le système social. Mhm. C'est ce que rappelait André Grimaldi. Enfin, Bah, de toute façon, l'arrivée santé, enfance, protection de l'enfance, handicap, vieillissement, c'est pas quelque chose qui est censé nous rapporter immédiatement. Indirectement, ça rapporte, d'une certaine manière, sur le long terme, indirectement. Mais on peut pas dire non plus que ça nous rapporte des sous. Oui. Mais ça fait partie aussi de la question de l'État. Enfin. Et puis, c'est la question de l'humanité. Nous sommes l'espèce humaine les seuls à nous préoccuper de nos malades. Ouais. Il ne faut pas oublier, et le handicap... Et ça a un coût. Et ça a un coût. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être eu des notions de gabégie, comme on a pu entendre aussi pour l'hôpital, mais dans le cadre du handicap et du polyhandicap, c'est pas si simple de trouver aussi les bons critères. C'est ce que relève d'ailleurs M. Poinceau, qui a fait un très très bon article dans la revue Direction. Ouais. Il dit attention, on en est où au niveau de la définition des interventions, de leur évaluation et des indicateurs purement financiers. Mmh. Là, cette nomenclature, nous, pour l'avoir vécue quand elle est arrivée, elle a aussi un peu bouleversé notre réflexion sur, mettons-nous d'accord sur les mots, parce que c'est quand même extrêmement intéressant à lire. Il faut le manger, le Séraphin PH. Hein, c'est bien écrit. Alors, c'est inspiré de la CIF et de l'OMS. Hein, mais bien évidemment, il a fallu l'adapter par rapport à nos pratiques de terrain. Dont acte, ça permet aussi un peu de réfléchir, même en termes d'organisation du travail, parce que vous avez les besoins de la personne, mais après les prestations. Mais est-ce que ça montre pas qu'il y a une difficulté à tisser tous ensemble? Parce que ce que je comprends, c'est que finalement, on essaie de décrypter, décoder quelque chose écrit en vieux français. Enfin, j'exagère un peu l'image. Mais enfin, c'est l'image que ça me donne. Et donc, il faut qu'on se le traduise entre nous, entre gens de terrain. Et donc, j'ai envie de dire, il devrait déjà être tout prêt. Parce qu'il aurait pu être tricoté avec les gens de terrain et les gens qui s'occupent d'une gestion. Alors, je pense que quand c'est arrivé, ça a été un petit peu difficile. Et moi, je me souviens d'heures particulièrement brillantes, de réunions avec tous les professionnels où on a essayé, et on a été extrêmement accompagnés par notre direction, sur, attention, vous allez avoir plein de choses. Et on va, entre guillemets, remettre un petit peu en perspective en fonction de ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire que nous, on se rendait compte que c'était déjà fait. Ce qui pose la question de l'ascendance aussi, c'est-à-dire on reçoit une information d'en haut, et puis on va se débrouiller avec ça, et je me dis que ça aurait pu être fait avec tout le monde, quoi. Ça aurait pu être un outil qui, en faisant participer tout le monde, aurait pu être d'emblée plus accepté. Pourquoi on fait cette émission aussi? Pourquoi je parle de Séraphin PH? Parce que
comme beaucoup de manœuvres, on ne sait pas quelle est l'intention. Et comme ça n'a pas forcément été travaillé avec tout le monde, ça nourrit beaucoup de fantasmes, d'inquiétudes, de fausses informations, de craintes. Alors que finalement, l'objectif est quand même de pouvoir faire son boulot correctement, quoi. Alors, je pense que maintenant, quand ça a été posé, comme c'est un texte légal, on n'avait pas le choix. Donc, j'ai envie de dire, les établissements qui ont un peu tardé à y mettre les mains dans le cambouis, là, c'est presque, j'ai envie de dire, de leur faute. C'est un peu trivial de dire ça. Je pense aussi que les directions, quelles qu'elles soient, dans n'importe quel domaine, que ce soit le médico-social, mais ça peut être aussi dans le domaine bancaire, dans le domaine du marketing, ce que vous voulez, une équipe hiérarchique et une équipe dirigeante doit avoir une réflexion prospective. Elle doit quand même savoir que, en fonction de ce qui se dit et ce qui se fait dans le domaine dans lequel on travaille, il faut anticiper. Donc j'ai envie de dire, quand c'est arrivé, on était aussi dans des conversations sur le CEPOM, qui est aussi le système maintenant de budget des établissements pour organiser l'activité. Les directeurs étaient quand même formés et engagés par rapport à ces multiples réflexions. Après que, en haut de la pyramide, on est plus ou moins tardé en se disant bon ça va attendre. En plus, cette histoire quand même de financement était, il y a eu quand même une preuve de clarté où on nous a dit voilà, pour l'instant le financement on en est là, mais il faut quand même avancer. Il va falloir avancer parce que ça nous est imposé et que c'est le futur. C'est plus maintenant la question du futur. Alors, justement, on va aller sur la troisième question. Est-ce que la mise en place de plateformes et de dispositifs dans ce secteur peut répondre finalement à une réelle économie de budget? Finalement, on pourrait dire qu'on a mis en place quelque chose qui permettrait de pouvoir avancer sereinement avec la question du budget. Est-ce que c'est moins cher que l'ouverture de places d'accueil dans les établissements? Est-ce que c'est la même logique qu'on peut retrouver en protection de l'enfance avec les placements à domicile, dont on ne sait plus finalement si c'est adapté ou si c'est en fait moins cher et qu'il faut faire avec? Je voulais avoir un peu son sentiment là-dessus parce que ça vient continuer la question financière. C'est difficile d'y répondre, alors que pourtant je suis dedans aussi. Oui, parce que plateforme et dispositif, alors en-delà du handicap, c'est quand même devenu il me semble, même si ça peut paraître un peu provocateur, mais des termes un peu magiques qu'on ressort dans plusieurs professions, dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. On sort des dispositifs et des plateformes. Parce que ça a été mandaté par différents ministères. C'est aussi simple que ça. Mais alors, finalement, est-ce que ça fait vraiment une économie de budget de fonctionner avec ça? Je ne peux pas répondre parce que, à ma connaissance, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne suis pas non plus dans les instances qui parlent de ces questions financières. Il y a une pléthore de dispositifs, il y a des enveloppes budgétaires qui sont données en fonction aussi des administrations de tutelle. C'est-à-dire que l'Éducation nationale pourrait très bien avoir son dispositif bidule, donc ce sera l'Éducation nationale. Nous prenons par exemple la santé avec M. Braun pour la médecine, donc il va y avoir aussi des dispositifs. Donc vous voyez, hop, une autre enveloppe budgétaire. Et puis, nous, dans notre secteur aussi, c'est l'ARS, les agences régionales de santé, qui ont un certain nombre d'enveloppes, via, bien évidemment, le ministère des Solidarités et tout le tout team. Donc, il y a des enveloppes. Après, ce que je questionne d'une manière un petit peu provocatrice, c'est une enveloppe, plus deux enveloppes, plus trois enveloppes, plus quatre enveloppes, plus cinq enveloppes. Je veux bien que les institutions coûtent très cher, parce qu'il y a un coût de fonctionnement. On sait très bien aussi que la masse salariale, c'est ce qui est extrêmement lourd en termes de droit du travail en France. Voilà. Mais je m'interroge parce que ça fait quand même beaucoup de dispositifs et de plateformes. Et j'aimerais bien un jour que, comme en bon père de famille, on prenne la calculette et puis qu'on me dise alors, tel dispositif, c'est tant, tel dispositif, c'est tant.
et qu'on me dise, ben voilà, qu'il y a un comparatif. Alors, je le fais de manière peut-être naïve, parce que ces histoires de dispositifs, elles ont été réfléchies avant. C'est aussi dans une notion d'économie, et comme on est dans une logique de désinstitutionnalisation, la plateforme, de fait, c'est comme moi je vous l'énonce, ça doit être dit et c'est fait, le fait de l'énoncer suffit à ce qu'il existe, ça coûte moins cher. Moi je dis, est-ce qu'on en est bien sûr? J'ai envie de dire, c'est comme les promotions en tête de gondole. C'est pas parce que c'est marqué que c'est en promotion. Pourtant, quand vous allez dans le rayon et que vous regardez le prix au litre de votre lessive, je ne comprends pas. C'est moins cher dans mon rayon que ce qui est marqué. J'exagère, mais je m'interroge quand même. Pour une raison aussi, c'est que la réalité de terrain, et c'est ce que je questionne, pour faire partie d'un dispositif aussi sur Metz, qui gère la liste d'attente des enfants et adolescents qui ont une notification pour venir dans nos établissements. Mais tant que nous n'avons pas de place, nous les faisons patienter et nous leur proposons des prestations externalisées. Et là, je me dis, le souci, c'est que quand on demande aux familles, alors pas toutes, on a tout un maillage sur quels sont vos besoins, quels sont votre projet d'accompagnement au niveau santé, au niveau autonomie et au niveau participation sociale. Et souvent, ce que nous, on entend à notre petit niveau, ma collègue et moi, c'est on veut une place chez vous. Et dans combien de temps? Dans un temps certain. Or, moi, ce que je dis, c'est que on fait patienter, mais combien de temps? Alors, dans certains cas, l'inclusion fonctionne. On a des très très belles surprises, et puis on se rend compte que quand on a fait une coordination, parce qu'il y a aussi maintenant tout un lexique de coordonnateurs qui sont mis en place, il y en a en protection de l'enfance, il y en a un peu partout maintenant. Donc ça coordonne les différents partenaires externes, les libéraux, le droit commun avec l'école, et ça permet d'accompagner la personne dans ses démarches et d'en trouver les bonnes ressources pour répondre aux besoins. Mais moi j'ai aussi des personnes qui se disent je veux une place en institution, et c'est pas parce que l'institution c'est le précaré et que c'est fantastique, c'est quand même un endroit où on a une plateforme, un plateau technique de professionnels qui sont dédiés, et où le polyhandicap, qui est quand même très spécifique, a besoin de beaucoup de monde. Mais c'est sûr, ça coûte c'est un comme bras. l'hôpital à domicile, bon ça a ses limites et puis voilà quoi. Quand c'est possible, c'est super. Mais là, nous, le généraliser, ça pose une vraie question. Je veux dire, moi, je veux bien que les enfants aillent à l'école, mais tous ne peuvent pas forcément aller à l'école. Je vais me faire flamber en disant ça. C'est pas que je ne suis contre, c'est que c'est même en termes d'adaptabilité, c'est complexe. Donc, on fait du sur-mesure, ça c'est super, ça c'est très bien, et on pousse les murs, c'est très bien. Mais il y en a aussi une petite partie qui reste un peu en attente. Alors, nous, notre système, c'est de faire des temps d'inclusion au sein de l'établissement. Donc, on jongle en fonction de la présence des enfants et on propose des temps d'accueil, donc qui ne sont pas forcément sur toute la semaine et qui permettent d'avoir du droit au répit. Voilà, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très à la mode, mais qui n'est pas simple à actualiser. Bon. On va aller sur la dernière question, Claire. Et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Selon toi, alors, où va le monde? C'est une grande question, alors qui mériterait un autre interview. Non, je rigole. Je n'en ai aucune idée. Je suis partagée entre parfois une certaine colère et une certaine révolte qui fait partie de ma personne en termes d'identité personnelle et professionnelle, où je me dis attention, on est dans une logique économique libérale. Je ne suis pas forcément contre le libéralisme, hein. J'en suis un bébé bien issu du libéralisme économique. Mais où va-t-on pour les missions de solidarité à vouloir externaliser? Il y a de la perte. Donc j'ai quand même quelques inquiétudes et je crains qu'on se retrouve avec des vieux modèles où les enfants
On les morcellera, en tout cas pour le polyhandicap, hein. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Ça manque un peu de cohésion. Alors, M. Pifto, dans son dernier rapport de février 2022, dit que pour le polyhandicap, on n'a jamais dit qu'il fallait tout désinstitutionnaliser. Oui, mais là, par exemple, chez nous, on a des listes d'attente. Donc on fait ce qu'il faut, la direction a fait ce qu'il fallait, mais on va attendre combien de temps? Donc là, où va le monde? Ben, on fait durer, on fait patienter les gens. Et je trouve que c'est un peu dur quand même. On se retrouve parfois avec des situations assez difficiles, périlleuses, vraiment. Et puis, il y a des, voilà, où va le monde? Il y a des choses positives, il y a des belles rencontres, il y a des expériences qui fonctionnent, où on se dit, bon, ben là, on a eu raison de mobiliser du temps, de l'argent, de la connaissance, des rencontres, pour que pour certaines personnes, certains enfants, tout compte fait, l'école, ça fonctionne, et puis les parents se débrouillent bien, puis ça va fonctionner très bien. Pour d'autres, on a eu aussi, il y a eu des places, et puis ça s'est fait. Mais c'est des petites, c'est des paillettes. Sauf que moi, je veux bien me mettre des paillettes sur le visage, mais je ne vais pas m'enduire tout le corps de paillettes. Et j'aimerais bien plutôt que ce soit quelque chose de beaucoup plus général. Donc, où va le monde? En tout cas, pour ce qui est du handicap et du polyhandicap, j'ai des inquiétudes. Parce que c'est une population pour laquelle on s'est battu pour qu'elle soit reconnue, et elle l'est maintenant, elle existe, on a une belle définition. Et encore, le polyhandicap est un terme franco-français, mais je crains d'être diluée dans des choses où pourtant nos spécificités sont source de diversité et d'humanité. Claire Dietrich pour Chaud, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Eh bien, merci beaucoup.